Alors tout à l'heure, tu disais que le bonimenteur que nous sommes tous un Oui, peu de tout ce qui nous arrive, finalement, de tout phénomène, oui, oui, oui. pas simplement au cinéma ou au théâtre ou en musique. Ouais. Pour paraphraser ton expression dans la technique et le temps 3, tu parles d'archi-cinéma. Ouais, c'est ça. Je parlerais C'est ça. volontiers d'archi-boniment. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Eh bien, figure-toi que, mais tu le sais, puisque tu l'as vu, puisque Simon Lincel t'a envoyé un lien, nous avons mis en place un protocole d'annotation Oui. dans ce festival, cette académie, ces ateliers. Et c'est important, tu le sais, mais je le dis, enfin tu le sais, mais tu le sais peut-être pas finalement. Euh, Nous avons, quand j'étais à l'IRCAM, nous avons travaillé avec Nicolas Donin et un certain nombre d'autres sur quelque chose qui était en fait une idée que tu avais au départ, que j'ai prise très au sérieux, qui était l'annotation, permettre d'annoter. Permettre d'annoter. Et c'est comme ça que quand nous avons créé l'IRI, nous avons fait ce logiciel qui s'appelle Ligne de temps qui permet d'annoter un film, une pièce de théâtre, une conférence, enfin un flux temporel, un objet temporel, disons, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, nous essayons de généraliser cela dans ce contexte du festival. Par exemple, peut-être que notre entretien va être annoté, parce que nous pensons que le numérique, c'est quelque chose qui permet, alors une grammatisation, justement, singulière. C'est une grammatisation qui n'est pas faite simplement par des automates, ça on s'en sert beaucoup aussi, mais une grammatisation faite à la main, à la volée, et qui permet d'inscrire des singularités et de les faire se croiser, ces singularités. De faire ce qu'on pourrait appeler des croisements de regards. Par exemple, c'est pour ça que nous avons demandé avec Marc Chemillier et son équipe de musicologues, puisqu'il anime un séminaire d'ethnomusicologie à l'école de hautes études, d'annoter un certain nombre de choses pour finalement créer un espace critique et faire que ces boniments individuels deviennent des discours, enfin des argumentations collectives, des discussions, voilà. Donc Ah oui, mais ça. D'ailleurs, l'histoire du boniment à laquelle je me suis beaucoup intéressé, c'est un personnage qui me fascine au même titre que d'autres personnages, c'est-à-dire tous ces moments dans l'histoire finalement dans l'histoire de la perception collectivement structurés, on va dire, qui sont les moments du concert, de la projection cinématographique, le théâtre, etc. Il y a ces figures qui sont, pour le cinéma, le bonimenteur. Pour le concert, ça a été la claque, par exemple, le chef de claque. Ça, c'était une figure incroyable au XIXe siècle, qui est une sorte de miroir du chef d'orchestre et qui dirige l'auditoire, en fait, pour dire, voilà, là vous applaudissez, là vous pleurez, là vous, etc. Alors c'est vrai, c'est un personnage un peu comme ça, qui semble anecdotique, mais qui en même temps incarne cette fonction, comment dire, structurante d'un sensorium collectif, au fond. Ce qu'on pourrait presque appeler avec, je crois que c'est Marx qui, dans les manuscrits de 1844, parle des organes sociaux. Voilà. Donc voilà, ça serait en quelque sorte des organes sociaux. Et pourquoi je disais ça? Oui, donc le bonimenteur, le chef de claque et toutes sortes d'autres personnages ou figures comme ça qui prennent en charge, disons, alors ce que tu appellerais la fonction de grammatisation, au fond, de discrétisation, cette sorte d'analyse, ou il faudrait presque dire d'auto-analyse permanente du flux d'une œuvre ou d'une trame, que ce soit un discours, une musique, etc., qui se discrétise en se faisant et pour se faire, au fond. Et alors moi ces personnages m'ont toujours fasciné. Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est que dans l'histoire de la pratique du boniment, qui est très complexe et tout à fait passionnante, puisqu'elle a assez vite disparu dès que le film parlant s'est généralisé, puisqu'au fond il s'agissait aussi d'une pratique d'appropriation, c'est-à-dire il s'agissait souvent de traduire les sous-titres dans une langue ou un idiome local, il s'agissait de s'approprier ce médium perçu comme abstrait, qui est le film, enfin abstrait au sens où on ne peut pas intervenir dessus. Et le boniment
a généralement disparu, mais s'est maintenu par exemple très longtemps dans un pays comme le Japon, probablement parce que la figure du bonimenteur était nourrie par une tradition théâtrale, justement. Et au Japon, pendant très longtemps, il existait des joutes de bonimenteurs. Ah ouais. On les appelait les benshi en japonais. Et donc on projetait le même film avec 2 bonimenteurs différents. Un peu comme les joutes auxquelles se livraient les improvisateurs de jazz, par exemple. Donc c'était une improvisation, mais c'était une sorte d'appropriation improvisée du film, mais aussi dans une sorte de polémos, quoi, au fond. Voilà. Moi, regardez, moi je me l'approprie comme ça, regardez bien, moi non, je me l'approprie comme ça. Et il y a même des enregistrements, c'est-à-dire des enregistrements de boniments. Ah, oui. Et bon, ça revient aussi beaucoup, il y a des grands acteurs qui se sont prêtés au jeu du boniment. Dussolier, je crois, a fait des versions bonimentées de films de Méliès. Voilà, c'est quelque chose qui revient, qui a disparu et qui revient, le boniment. J'essaie de trouver ça. C'est vraiment très intéressant pour nous parce que ce que je disais tout à l'heure sur la notation qui est collective, parce qu'on essaie de faire, c'est la question de ce que nous appelons, nous, l'organologie de la transindividuation. Et en fait, c'est ça que tu décris. Ce sont des organologies de transindividuation, des organes sociaux de Marx, c'est ça, quoi. Et quant à la claque, parce que ça commence très tôt, la claque, c'est bien avant le 19e siècle. Oui. Alors dès le 17e. Oui. Dans les théâtres, oui. C'est vrai, je pense au 19e parce que j'avais, en travaillant un peu sur la claque, l'écoute et la claque, enfin, l'écoute comme marquage ou comme ponctuation, dont la claque serait une figure particulièrement bruyante et dérangeante, mais en même temps visible. J'avais retrouvé des sortes de traités ou de pamphlets, notamment un dont le titre m'amusait beaucoup, qui doit dater des années 1810, quelque chose comme ça, qui s'intitule « L'art de la claque ». Qui est une sorte de pendant à l'art de la fugue, finalement. Ou à la claque au goût public. Non, c'est la gifle au goût public. Et dans ce livre, ça pourrait aussi intéresser beaucoup les travaux que tu mets en chantier sur la notation, parce que il y a un passage dans lequel l'auteur anonyme, c'est une sorte de pamphlet aussi, c'est un pamphlet critique en fait sur la claque, et que la claque c'est gênant, etc. Mais tout en le disant, l'auteur anonyme de ce pamphlet dit des choses très intéressantes sur la pratique de la claque, et notamment sur le fait que les claqueurs non seulement s'organisaient, répétaient aussi, ça c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire sous la direction d'un chef de claque, ils répétaient leurs interventions au concert ou au spectacle, et ils annotaient en fait, souvent ils avaient la partition, et il dit très joliment, cet auteur anonyme, que ceux qui savaient écrire, mais bon, savoir écrire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, comme tu es le premier à le dire, ceux qui savaient écrire, annoter, c'est-à-dire porter les entrées finalement des moments d'applaudissement, de sifflement, etc. Voilà. Une fabrication de protension. Exactement. Donc il y a toute une pratique de la notation qui ne dit pas exactement son nom, puis qui est entre guillemets méprisable ou vulgaire, parce que c'est la claque, c'est quand même vulgaire d'aller au spectacle en étant payé pour faire tomber ou pour faire réussir une pièce. Voilà, c'est très, comment dire, c'est vénal. Bon, mais ça dit quelque chose de tout un marché, justement.